Hello, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça vous donne faim, hein? Alors, comme vous pouvez le voir, je vais parler de Kotlin, mais pas du ketchup polonais. Donc, pour info, c'est un vrai ketchup qui existe, qui se vend. J'en ai même touché une boîte il n'y a pas longtemps, au FOSDEM, le week-end dernier. On avait organisé le stand de Kotlin à l'occasion. Mais donc vous avez compris, je suis là pour vous faire un état des lieux de l'écosystème de Kotlin, le vrai. Donc je m'appelle Yacine Benabbas, je suis ingénieur d'Evrel chez Worldline, je suis enseignant, je fais partie du Lille Android User Group et, euh, et du coup je vais vous parler de ce sujet-là. Alors pour Worldline, en fait, je travaille dans une équipe d'Evrel et en fait on a un blog technique et une chaîne YouTube où on publie des articles techniques plus soft skills. On a aussi une chaîne YouTube où on publie quelques replays de nos conférences internes, quelques vidéos tutoriaux. Donc n'hésitez pas à vous à jeter un coup d'œil, à regarder ce qu'on fait si ça vous intéresse. Alors voici l'agenda de la présentation. Tout d'abord, je vais parler du langage. Je vais vous montrer quelques caractéristiques super intéressantes au niveau du langage Kotlin. Ensuite, je vais parler de la partie multiplateforme de cet écosystème. Un petit focus ensuite sur le développement front. Un petit focus après sur le développement back. Et on finit avec de la data science. Comme ça, on couvre toutes les possibilités. Alors, le langage. Donc, je vais montrer un peu de code qui vous montre du Kotlin idiomatique. Dans la salle, est-ce que vous connaissez le langage Kotlin? Est-ce que vous en avez déjà vu? Levez la main pour voir. Ah, très bien, donc 50-50, c'est cool. Donc, on va faire du Kotlin idiomatique, c'est-à-dire on va coder avec les conventions et en tirant parti des fonctionnalités du langage. Je vous donne juste un exemple. En Kotlin, quand on fait des classes, pas besoin de faire des getters et des setters. On n'a pas besoin, le langage ne nous oblige pas à le faire et on peut se débrouiller sans. Donc là, je vais basculer sur IntelliJ. Donc là, vous remarquez déjà que c'est un Jupyter Notebook. Les Jupyter Notebook, c'est un fichier qui contient du markdown, du code et le résultat d'exécution de ce code. Donc c'est un fichier qui contient tout ça et vous pouvez le pusher sur GitHub et vous avez un affichage, un rendu très agréable où vous avez le markdown rendu comme il faut et le code et le résultat du code aussi affiché dans le markdown. Donc pour partager du code, pour des cours particulièrement comme je suis enseignant, c'est super pratique comme format de fichier. Et donc c'est un format qui est sorti à la base pour Python, mais on a plein de langages qui le supportent et dans Kotlin via la disponibilité d'un kernel Kotlin. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque au niveau du langage? C'est que pour définir une variable, on donne directement le val et le nom de la variable. Le type est déduit, hein. Donc le typage est statique comme en Java, mais il est implicite. Le type est déduit automatiquement. On a ici, vous voyez, $event, donc vous avez l'interpolation des strings. Pour info, Kotlin est interopérable avec la JVM. Donc si vous avez besoin d'un langage où vous avez les string templates, ou les templates, l'interpolation dans les strings, Kotlin le fournit depuis sa création. Vous avez cette fonctionnalité qui est disponible et qui n'a pas été retirée en cours de route. Ensuite, une autre fonctionnalité super intéressante de Kotlin, c'est que je ne sais pas si vous arrivez dans Java ou les autres langages, vous voulez rajouter des fonctionnalités à une classe existante et dont vous n'avez pas accès. Vous faites généralement des fonctions utilitaires, string utils, ce genre de choses. Et niveau syntaxe, ça devient lourd. Et en Kotlin, il y a une solution pour ça, c'est les extensions de fonctions. C'est-à-dire que vous allez rajouter une fonction à une classe sans passer par de l'héritage. Donc ici, en l'occurrence, on rajoute la fonction random case à la classe string. Donc string qui est une classe interne à Kotlin, une classe prédéfinie, avec son return et tout. Et on peut utiliser la fonction directement sur des strings. En fait, ça devient une méthode de la classe string, mais tout derrière, c'est juste du sucre syntaxique, hein. Derrière, pardon, c'est du sucre syntaxique, mais derrière, ça génère une classe statique, enfin, ça génère ce qu'il faut pour que ça marche normalement. Mais pour nous, en tant que développeurs, on a une meilleure expérience développeur. J'en profite pour montrer que le if, c'est une expression, hein. Donc, c'est-à-dire if peut retourner une valeur. Donc, ça permet d'avoir encore du code encore plus concis. Et vous pouvez voir ici aussi qu'au niveau des fonctions,
On peut définir des valeurs par défaut à des arguments. Dans les fonctions, on peut définir des valeurs par défaut, c'est-à-dire quand on appelle la fonction sans ces arguments-là, comme vous voyez ici, là ici il manque un argument, donc il y aura la valeur par défaut qui sera utilisée. Vous avez aussi la possibilité de faire du nommage de paramètres, c'est-à-dire que quand vous appelez une fonction, et si vous voulez la rendre encore plus lisible lors de l'appel, vous pouvez spécifier les noms des arguments. Il y a beaucoup de librairies qui encouragent à faire ça, notamment des librairies où vous avez beaucoup d'arguments optionnels. Et pour la lisibilité et la compréhension du code, c'est encouragé de donner le nom de l'argument et sa valeur lors de l'appel de la fonction. Ici, en l'occurrence, vous voyez que j'ai inversé l'ordre des arguments, mais l'appel reste toujours clair parce que j'ai nommé les arguments. Alors, vous voyez qu'il y a plusieurs égales dans cette ligne. Donc les deux premiers, c'est pour donner des valeurs par défaut aux arguments. Le dernier, c'est pour définir en fait une fonction qui n'a qu'une seule ligne de code. En fait, quand vous avez qu'une seule ligne de code dans votre fonction et qui est la valeur de retour de cette fonction, ça c'est un sucre syntaxique qui vous permet de faire égal la valeur de retour. Le type est déduit automatiquement, hein. Donc le type de retour, si on survole, c'est bien, vous voyez ici que c'est une string. C'est déduit automatiquement et ça permet d'écrire les accolades et le type du retour. Voilà, donc c'est encore un petit sucre syntaxique agréable pour le développeur. Donc voici le résultat de l'exécution de cette fonction, hein. Ça permet juste de prendre un début et une fin aléatoire avec la fonction drop ici. Plutôt un début aléatoire, hein. Ça prend un nombre de caractères aléatoires à partir du début. Ensuite, la programmation fonctionnelle en Python, ou bien un des aspects de la programmation fonctionnelle, vous regardez ici, c'est que une fonction, le type, chaque fonction a un type qu'on peut exprimer de façon très agréable et très lisible en Python. Il n'y a pas de functional interface, c'est vraiment simple. C'est-à-dire que là, dès que vous avez transformer, c'est une fonction qui prend un argument de type string et qui retourne un int. Donc dès que vous voyez une flèche ici, c'est que c'est un type de fonction. C'est le type qui représente une fonction. Donc ici en l'occurrence, la fonction transform to int, c'est une fonction d'ordre supérieur, c'est-à-dire qu'elle prend une fonction en argument qui est là, et donc dans la fonction on va l'appeler en passant le this. Donc dans les extensions de fonctions en fait, comme c'est comme de l'héritage, vous avez accès à this, hein. Donc c'est l'instance actuelle de la string. Et donc pour appeler la fonction, vous appelez du coup transform to int et vous passez la lambda ou votre fonction de façon anonyme. Alors normalement vous devez mettre les parenthèses, hein. Donc normalement en temps normal il faut faire ça, comme ça, et vous mettez genre l'argument it flèche. Normalement c'est ce qu'il faut faire, mais en Kotlin ils ont réduit un peu les choses, notamment pour l'argument. Quand il n'y a qu'un seul argument, par défaut il s'appelle it. Donc, quand votre fonction ne prend qu'un seul argument, par défaut, il y en a un qui est implicite et qui s'appelle it, donc ça permet de réduire quelques caractères. Et le dernier argument, si c'est une fonction, on peut enlever les parenthèses, ce qui permet d'avoir cette syntaxe-là. Donc c'est que du sucre syntaxique, mais qui rend l'appel de fonctions qui demande d'autres fonctions en argument très agréable à écrire et à enchaîner par la suite. Alors une autre fonctionnalité intéressante du langage, c'est les type alias. Donc là, vous avez un type de fonction que vous pouvez du coup aliaser avec ça, comme vous pouvez voir ici. Et là, vous regardez que ce type est un peu particulier. Donc c'est une fonction, en fait c'est une extension de fonction sur string et qui retourne une string. Donc ça veut dire que là, en fait, quand on... Donc on a défini la fonction transform to string qui prend ce st là en argument. Donc c'est une extension de fonction mais qui prend sur une string en argument. C'est-à-dire que quand on appelle transformer, on lui passe la string. Et vous allez voir en fait ce qui change, c'est qu'ici quand on appelle transform to, donc quand on appelle la fonction, ici vous voyez qu'on on écrit directement uppercase. C'est-à-dire que la transformation, on écrit directement uppercase, tout simplement parce que en fait, le this, en fait, dans cette lambda-là, la string est passée implicitement en tant qu'objet dont la valeur est this. Donc la string est passée implicitement sous forme d'un this, et ça vous permet d'écrire ça. Et comme c'est un this, on peut l'enlever, et ça devient uppercase. Et ça, c'est la base des DSL en Kotlin.
Donc c'est une extension de fonction qui est passée en argument. Et du coup, comme les extensions de fonction, je vous ai dit, c'est comme de l'héritage. Donc vous avez accès au this, ce qui fait que quand vous appelez la fonction en passant la lambda, ici pas besoin de faire it ou pas besoin d'avoir d'argument. Il y a implicitement un this dans le scope de cette fonction-là. Et ça, c'est la base des DSL. Quand vous avez, par exemple, quand vous faites du Gradle avec Kotlin, ben, ça marche. Le principe, c'est celui-là. Donc, quand vous mettez des accolades, il y a un this implicite qui est passé et vous y avez accès directement du coup avec cette syntaxe. Donc la programmation aussi par rapport au stream Java ou à LinkU côté C#, vous avez accès à pas mal de fonctionnalités. Ici par exemple vous avez la fonction map qui prend une lambda ici. Vous avez join to string pour regrouper le tableau en une string. Et vous avez plein de fonctionnalités qui sont disponibles par défaut et pas besoin de passer par une stream, hein. C'est directement accessible en Kotlin. Vous avez aussi par exemple la fonction zip. Par exemple dans les streams en Java, zip n'est pas disponible nativement, il faut passer par Guava pour avoir accès à cette fonction, alors que c'est déjà disponible en Kotlin. Et ça permet en fait de prendre deux tableaux, deux streams, et les générer des paires avec les éléments qui ont les mêmes indices. Voilà, quand vous voyez ici, le zip, il génère ce genre de résultat. Là, je parle d'une autre fonctionnalité super intéressante et vraiment très très valorisante pour Kotlin, c'est la gestion de la null safety nativement dans le langage. En fait, en Kotlin, il est interdit de passer nul à des valeurs. Il est interdit de donner la valeur nulle à des valeurs. Déjà, ça évite pas mal de problèmes d'exception, de null pointer exception. Et d'ailleurs, Kotlin vous garantit, quand vous écrivez du code Kotlin, vous avez la garantie de ne pas avoir de null pointer exception. Vous avez cette garantie-là à la compilation. Vous n'aurez jamais ça à l'exécution. Et ça, c'est possible, comme je vous ai dit, ben, vous ne pouvez pas passer nul à des variables, uniquement les variables qui ont un point d'interrogation, enfin les types, pardon, qui ont un point d'interrogation à la fin. Ça, ce sont quand vous mettez un point d'interrogation à la fin, ce sont des types qui peuvent accepter la valeur nulle. Mais ce que fait Kotlin, c'est qu'il vous oblige à la compilation de vous assurer que vous avez fait les vérifications nécessaires avant de l'utiliser. C'est-à-dire que là, ici, regardez, j'utilise la variable dev, j'accède à des champs, je fais un uppercase. Là, je suis obligé de faire un dev différent de nul. Je dois vérifier qu'il n'est pas nul avant. Je dois utiliser l'opérateur Elvis. Donc cet opérateur-là qui donne une valeur par défaut si jamais la valeur est nulle. Donc cet opérateur-là, il s'appelle Elvis. C'est par rapport au chanteur Elvis Presley. En fait, quand vous décalez sa tête, ça c'est sa coupe de cheveux et ça c'est ses yeux, hein. D'accord. Voilà. Donc ça vous oblige à... Donc la valeur nulle est interdite par défaut. Et quand vous manipulez des valeurs nullables, le compilateur vous oblige à faire des vérifications avant de l'utiliser, à vous assurer que vous ne l'utilisez jamais dans un contexte où elle est nulle, ou dans une situation où elle est nulle. Vous avez ici aussi le chaînage optionnel, c'est-à-dire si la variable est nulle, ben on ne fait pas le reste et on retourne directement. Voilà, donc ça c'est aussi une super fonctionnalité côté Kotlin, c'est la gestion de la null safety à la compilation. Après, ici, c'est une autre fonctionnalité intéressante, c'est que vous pouvez créer des dictionnaires de cette façon en Kotlin, donc clé-valeur, clé-valeur. En fait, Kotlin, il permet de définir des opérateurs custom, comme vous pouvez le voir ici. Donc voilà pour la partie langage. Donc les langages concis, langage moderne, avec de la null safety, des domaines specific language, des DSL, donc très puissant et très intéressant à utiliser. Il y a encore pas mal de fonctionnalités niveau langage. La version 2 est sortie l'année dernière et le langage n'arrête pas d'évoluer. Et le cycle d'évolution des langages est public et sur GitHub. Sur GitHub ou sur le U-Track de JetBrains. Vous pouvez voir les nouvelles fonctionnalités, suivre les discussions, apporter vos contributions. Il y a même des sondages qui sont envoyés à la communauté pour avoir leur avis. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il y a pas longtemps, ils ont sorti la fonctionnalité des guards qui permet de faire des vérifications dans du pattern matching. J'ai reçu un mail pour me demander mon avis de ce que je pensais de la fonctionnalité. Est-ce que telle façon d'écrire est meilleure qu'une autre? Quels sont vos retours? Donc la communauté est vraiment impliquée dans le process.
Et donc là, j'ai sélectionné une nouvelle fonctionnalité du langage qui sont les littéraux de collection. En fait, ça permet de définir des collections un peu comme en Python, quoi. Donc ça permet d'avoir une syntaxe encore plus concise avec des symboles comme des crochets, comme vous voyez ici, pour créer des tableaux, des dictionnaires et tout. Donc voilà. Il y a plein d'autres fonctionnalités qui sont disponibles ou qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à consulter les réseaux, le GitHub officiel et les différents réseaux sociaux de Kotlin. Donc voilà, ça c'est la partie langage. J'ai vraiment touché les parties les plus intéressantes. Il y a plein d'autres fonctionnalités dans le langage. Je vous invite à les explorer. Mais pour la suite, je vais parler de KMP. Alors, le principe de KMP, c'est quoi? En fait, ou Kotlin multiplateforme. Vous avez un programme écrit en Kotlin. Et sa compilation se déroule de cette façon-là. En fait, le compilateur, il a deux parties. Donc la première partie, c'est le compiler front-end qui va générer une version intermédiaire du langage, indépendant de la plateforme. Ensuite, cette version-là va passer vers un compiler back-end et qui, lui, va compiler votre code vers la plateforme cible. Et vous voyez ici qu'il y a plusieurs plateformes, hein. Donc vous avez la JVM, donc du bytecode, le native, donc de l'assembleur selon la plateforme cible. Kotlin.js, donc pour générer du JavaScript, un peu comme TypeScript se convertit en JS. Et Kotlin Wasm pour convertir en WebAssembly. Donc selon votre code de base et les cibles que vous choisissez, vous pouvez utiliser un ou plusieurs back-ends. Donc avec des outillages bien sûr, il y a l'outillage basé sur Gradle, il y a aussi un outil qui s'appelle Ampere pour builder votre projet. Ça vous permet de cibler toute cette plateforme. Donc la data science, de l'Android, du desktop, du back-end, de l'iOS et des navigateurs. Alors, juste pour info, hein, si vous voyez qu'il y a un compiler front-end et un compiler back-end, c'est juste pour avoir cette version intermédiaire, hein. S'il vous plaît, ne dites pas que le compilateur de Kotlin est full stack, hein, s'il vous plaît, parce qu'il fait du front et du back dans les noms qu'on dit ça. Alors, je vais donner quelques exemples. Supposons que j'ai un code dans le Kotlin, mais qui a des dépendances vers la JVM, hein, qui utilise des choses qui dépendent de la JVM, comme par exemple il y a des appels vers Quarkus, vers Spring. Dans ce cas-là, le compiler front-end, c'est toujours le même. Il va compiler vers une forme intermédiaire. Mais le compiler back-end, on va utiliser celui de la JVM pour soit cibler la partie desktop, soit cibler la partie back. Donc desktop aussi si on veut faire du JavaFX, par exemple. Ensuite, si vous avez un code Kotlin qui dépend de iOS, de UIKit, donc des librairies iOS, la même chose, on va utiliser le compiler front-end pour générer une version intermédiaire. Ensuite, le compiler back-end Kotlin native pour générer le code Swift, Objective-C, iOS correspondant. Et vous pouvez même avoir du code Kotlin qui est agnostique à la plateforme, qui peut tourner sur toutes les plateformes, d'où l'intérêt de Kotlin multiplateforme du coup. Donc ça veut dire, là vous avez du code multiplateforme mobile, c'est-à-dire du code qui fonctionne sur iOS et sur Android, mais il a les dépendances qu'il faut, il a été écrit de façon à ce qu'il tourne sur les deux plateformes. Vous pouvez utiliser deux backends à la fois. C'est-à-dire que selon le code que vous écrivez, vous pouvez utiliser un ou plusieurs backends à la fois aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un seul backend pour votre code. Et si vous avez du code purement multiplateforme, vous pouvez utiliser tous les backends disponibles pour cibler toutes les plateformes possibles de Kotlin. Alors, comment ça se met en œuvre en pratique? Alors, pour démarrer, je vous propose d'aller sur un site, vous cherchez KMP Wizard. C'est un site web qui ressemble à Spring Initializer ou Quarkus Initializer. En fait, c'est une petite interface web où vous choisissez les plateformes que vous voulez cibler. Et une fois que vous avez choisi les plateformes, du front au back, hein, ça vous génère ce type de projet Gradle. Et si on prend les parties nécessaires, en fait, vous avez une application front, la compose app, qui est à ma gauche, et l'application, le serveur, le back-end, qui est à la droite. Donc tout ça utilise tous les back-ends possibles de Kotlin et partage le maximum de code, hein. En fait, côté front, tout le code existe dans la partie common main. Et sur le back, vous avez la partie main. Et vous pouvez même partager du code entre le back et le front. Par exemple, si vous avez des classes communes ou des utilitaires communes, vous pouvez même partager ça. Ça, après, c'est du Gradle en faisant des sous-modules ou des dossiers partagés. C'est tout à fait possible. Donc là,
Après, il y en a qui vont me dire, oula, c'est un monorepo, ça peut être une mauvaise pratique. Après ça, ça dépend. C'est juste l'exemple qui propose ça, parce que c'est pratique de tout découvrir dans un monorepo. Mais sachez que comme c'est basé sur du Gradle, vous pouvez vraiment découper votre projet comme vous le souhaitez, hein, sous forme de sous-modules et tout, donc il y a pas de souci. Je vous ai montré tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a un code qui est compatible avec toutes les plateformes. En fait, comment Kotlin rend cela possible? Avoir un code qui est compatible avec toutes les plateformes. En fait, ils ont proposé un système assez intéressant qui est basé sur des mots-clés du langage expect et actual. Prenons l'exemple de la fonction getPlatform. GetPlatform, c'est une fonction qui retourne le nom de la plateforme actuelle. Ça, on est d'accord que c'est un code spécifique à la plateforme, hein. Ce n'est pas le même sur iOS, sur Android, sur desktop. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans le common main, donc dans vraiment le code commun de toutes les plateformes? On va écrire expect et le nom de la fonction qu'on souhaite. En fait, c'est une sorte de contrat. On oblige toutes les plateformes spécifiques à implémenter cette fonction. Et si cette fonction n'est pas implémentée par les plateformes, vous aurez une erreur de compilation. Et pour implémenter cette plateforme, on va aller dans chaque sous-dossier, Android, iOS, Wasm.js, desktop, et on va implémenter cette fonction-là avec l'implémentation correspondante, et en précédant la fonction avec le mot actual. Et ça permet au compilateur Kotlin de vérifier à la compilation que tous vos contrats ou toutes vos fonctions dont les implémentations sont spécifiques à la plateforme, qu'elles sont bien implémentées. Donc vous avez une vérification à la compilation. Et ensuite, vous voyez que c'est pas c'est-à-dire le code cible, l'implémentation par plateforme n'est pas détecté au runtime, il est fait à la compilation, hein. C'est-à-dire que là, il y a pas de, vous n'allez pas faire if iOS then, if Android, non. C'est vraiment à la compilation que le code correct est chargé. Donc ça permet d'optimiser un peu plus son code. Et ouais, donc avec expect actual, il fallait juste faire ça. What did you expect, comme on dit. En plus de... Donc vous voyez la souplesse de KMP, hein, le compilateur Kotlin, la souplesse, on peut choisir le compiler front-end, les plateformes cibles. Et même au niveau du projet, vous avez le choix d'intégrer KMP ou pas. Donc imaginez, vous avez une application existante, une application que vous faites en Kotlin, par exemple pour Android ou pour du desktop. Vous pouvez la faire que pour une seule plateforme, par exemple. Une application existante qui n'est sur qu'une seule plateforme. Et vous décidez de la rendre multiplateforme ou d'ajouter une nouvelle fonctionnalité qui est multiplateforme, bah, vous pouvez commencer par l'implémenter ici au niveau de la partie logique, bah, de commencer à implémenter quelques fonctionnalités en multiplateforme. Rien ne vous empêche aussi par la suite de convertir plusieurs couches de votre application en multiplateforme. C'est-à-dire, ben, au lieu de développer une implémentation iOS, au lieu de développer une implémentation Android, desktop à part, vous faites tout dans le code commun et en faisant le minimum d'implémentation spécifique. Et beaucoup de développeurs mobiles, notamment dans notre entreprise, les équipes mobiles que je connais, ils travaillent avec ce mode-là. C'est-à-dire que quand il y a une application mobile, ils utilisent KMP pour développer toute la partie non UI en cross-platform. Parce que le non UI, on va dire, c'est le plus facile à faire en cross-platform. Et la partie UI, ben, ils utilisent SwiftUI pour iOS et Jetpack Compose pour la partie Android. Et après, rien n'empêche de faire du desktop après, du web, en se basant sur les implémentations natives. Mais depuis quelques temps, il y a aussi une possibilité de même écrire son UI en cross-platform, un peu comme fait Flutter, avec un framework qui s'appelle Compose Multiplatform. Ça permet du coup d'écrire l'UI une seule fois et d'être compatible sur toutes les plateformes, iOS, Android, web et desktop. Et vous avez le choix, comme j'ai dit, de choisir quelle couche de votre appli à faire en KMP ou pas, en multiplateforme ou pas. En parlant du coup de Compose et de front-end, je vais faire un petit focus sur la partie développement front-end. Donc comme Kotlin est compatible avec plusieurs écosystèmes, comme vous avez vu, la JVM, le WASM, le JS, donc vous avez accès à plusieurs frameworks comme JavaFX par exemple pour la partie JVM. Si vous voulez faire du pur Kotlin en multiplateforme, vous avez Compose. Et si vous voulez faire du développement côté web, vous pouvez faire du React en Kotlin, hein. Vous pouvez écrire des applications React en Kotlin et vous remplacez le JS par du Kotlin. Même le HTML, vous le remplacez par du Kotlin, avec les DSL, vous pouvez le faire. Alors là, je vous donne un exemple de code. Donc là, c'est, à votre avis, quel framework est derrière ça?
Quel est le framework qui est utilisé pour ce code-là? Alors, c'est du JavaFX, mais pas n'importe quel JavaFX. C'est pas du JavaFX, on va dire, pur. C'est du JavaFX, mais enrichi avec des DSL Kotlin. Donc ça aussi, c'est une particularité intéressante de Kotlin. C'est que même des frameworks existants, qui sont, on va dire, impératifs, où vous faites du chaînage d'appels, ou bien vous avez une variable que vous rappelez plusieurs fois pour mettre à jour ces informations, avec les DSL Kotlin, vous aurez une syntaxe un peu plus agréable. Dans le vrai, enfin dans le JavaFX de base, en fait, il faut créer une variable greetPain et ensuite il faut faire des appels successifs pour mettre à jour le greetPain.hgap, greetPain.vgap et ainsi de suite. Mais en Kotlin, avec les DSL, vous pouvez avoir des syntaxes plus intéressantes. Là, c'est Compose multiplateforme. Donc à gauche, à ma gauche, vous avez le code et à droite, vous avez le rendu. Ça ressemble pas mal à du Flutter, du React ou du Vue. C'est-à-dire que vous écrivez votre composant de façon déclarative en enchaînant, en imbriquant plusieurs composants. Donc là en rouge, c'est la box donc, qui est là. C'est le conteneur de type box avec ses différents paramètres. Ici en bleu, vous avez la card, donc avec des coins arrondis, un petit padding. Une colonne, ça permet d'aligner des éléments sur une colonne, l'un en dessous de l'autre, en vert, avec trois textes, comme vous pouvez voir ici, pour aligner. Et à chaque fois, vous pouvez spécifier du padding, un texte, et ainsi de suite. Et pour le bouton, vous pouvez spécifier la callback on click via une paire d'accolades. Donc là, elle ne fait rien, mais vous pouvez mettre directement l'implémentation ici. Comme c'est très facile de passer de lambda en Kotlin. Pour info, derrière, ça se base sur les frameworks Skia et Skiko pour faire le dessin. Alors, je pose une question pour les développeurs Java, on va dire. Quel est le lien entre ces trois frameworks Swing, SwingX et Compose? Je sais que ça rappelle des souvenirs. Je ne sais pas si c'est des bons ou des mauvais pour ceux qui en ont fait. Il y en a qui ont fait du Swing et du SwingX dans la salle. Okay. Alors, à votre avis, quel est le lien entre ces trois frameworks? Eh bien, c'est Romain Guy. Vous connaissez Romain Guy? Romain Guy, il était développeur chez Oracle. Il a participé au développement de Swing et de SwingX. Ensuite, il a quitté Oracle pour rejoindre Google pour développer la partie UI d'Android. Donc, il a développé tout ce qu'il faut côté Android pour faire de l'UI. Et c'est aussi lui l'un des développeurs de Compose sur Android, qui est maintenant multiplateforme et qui tourne sur desktop sur JVM. Donc la librairie Compose sur desktop tourne sur la JVM. Donc la boucle est bouclée, c'est-à-dire c'est la même personne qui contribue directement ou indirectement au développement d'applications desktop sur la JVM. J'ai trouvé ce fait super intéressant. Allez, je vais passer à un autre framework front. Ça, c'est le framework Vaadin. Vaadin, c'est un framework qui permet, qu'on associe généralement à du Spring ou du Quarkus. Ça permet de définir des interfaces web rendues côté client, mais écrites en Java ou en Kotlin. Et quand vous utilisez le Kotlin, vous pouvez bénéficier du DSL proposé par la librairie Caribou. Ce n'est pas une blague, ça s'appelle vraiment Caribou DSL. Et ça permet d'écrire du HTML comme ça. Et ça, c'est du Kotlin. C'est du Kotlin qui utilise les DSL et ça permet du coup de générer du HTML rendu côté client. Donc le framework s'appelle Vaadin et le plugin ou l'extension qui permet de faire ça, c'est le Caribou DSL. Alors on a une application faite avec Compose. Donc vous avez le QR code ici si vous voulez la tester. Je l'ai ici, donc c'est celle-là. Donc ça c'est du Compose multiplateforme. Qui permet de faire un quiz. Donc elle a été développée par mon collègue. Donc là vous voyez, vous avez un petit quiz, vous faites du next, voilà, on répond au hasard. Alors, ne me jugez pas sur la note, hein, je réponds juste au hasard. Oups. Bon. Voilà. Voilà. Vous allez dire que je suis nul en Kotlin. Hein. Hop. Alors l'architecture de cette appli, donc c'est juste une appli de démo pour montrer les possibilités de Kotlin. Donc on utilise le framework Ktor, je vais y revenir après, pour faire un serveur qui fournit les quiz. Et on a aussi la librairie Ktor Client, donc c'est une librairie qu'on intègre côté front pour faire les appels HTTP. Donc c'est un client HTTP.
Donc Ktor fournit un client et un serveur HTTP cross-platform. Et on utilise la librairie Compose pour générer l'UI sur toutes les plateformes. Et là, ce que je vous ai montré, c'est la plateforme, le web, les navigateurs. Mais ça marche aussi du coup sur desktop, sur mobile et sur iOS. Mobile du coup Android et iOS. Euh, Alors, du coup, j'ai parlé de Ktor Server. Ben, je vais faire un petit focus du coup sur la partie développement back. Donc, comme tout à l'heure, je vais vous montrer tous les choix, enfin quelques choix, pardon, quand on fait du back, quand on veut faire du back en Kotlin. Donc, comme tout à l'heure, vous avez soit les frameworks basés sur JVM, les frameworks qui sont vraiment pure Kotlin, c'est-à-dire qui utilisent le langage au maximum. Et si on veut faire de l'exotique, vous pouvez même faire du JS, hein, enfin écrire du Kotlin qui compile vers du JS. Alors côté JVM, vous avez Spring Boot et Quarkus qui supportent officiellement Kotlin. Donc bah, si vous voulez faire des back-ends performants, c'est-à-dire avec des frameworks qui ont prouvé, qui sont à l'épreuve du temps, tout en bénéficiant de la null safety, de DSL avec un langage concis, bah, vous pouvez utiliser Kotlin, c'est officiellement supporté. Si vous voulez utiliser les fonctionnalités de Kotlin au maximum sur des frameworks qui sont performants aussi, qui marchent très bien, vous pouvez utiliser Ktor ou HTTP4K. Et si vous voulez, comme j'ai dit, faire un peu d'exotique, bah, vous pouvez faire des applications Node.js en Kotlin. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas encore le use case qui justifie ça, mais on peut le faire. Peut-être qu'un jour on verra un use case assez puissant pour justifier ça. Donc là, c'est un exemple avec la librairie Rest Assured. C'est une librairie qui permet de faire des tests d'intégration. C'est-à-dire, en fait, ça instancie un client HTTP qui fait un appel vers votre API et vous récupérez le résultat de l'API. Donc, c'est pas un appel interne, ça passe vraiment par un client HTTP. Il y a un DSL qui est disponible. Donc ça, c'est ce qu'on utilise dans notre équipe. En fait, on a une API écrite en Quarkus Kotlin. Et pour faire les tests avec Rest Assured, on utilise cette syntaxe. Donc et même en fait, en termes de lisibilité, c'est très agréable. Donc on écrit when, donc un petit DSL, donc Domain Specific Language, où on écrit les appels qu'on veut faire. Ici, on va faire un get, ensuite on vérifie avec then que le code de statut est 200, et après on extrait le résultat. Et le résultat de ce JSON va ici, hein. Donc tout ce qui est là, ça renvoie le résultat du JSON converti en objet ici. Il y a aussi un petit truc que vous remarquez, c'est que on appelle le nom de la fonction avec des espaces et des backticks. Donc ça, c'est aussi une fonctionnalité de Kotlin, c'est que vous pouvez nommer vos fonctions comme vous voulez, si vous les entourez de backticks. Et ça, pour les tests, je trouve que c'est très pratique parce que ça auto-documente les tests. Bah, quand vous les lancez dans votre runner, vous avez le nom qui est très très explicite. Pas de tiret bas, pas de symbole bizarre. Ça permet d'avoir des noms de fonctions très naturels en Kotlin. Donc voilà, c'est des petites choses à gauche à droite. Quand on les accumule, ça rend le développement très agréable. Donc là, je reviens à l'exemple Express.js. Donc ça, c'est du Kotlin. Et quand vous le compilez, ça va faire tourner un serveur Express sur Node. Voilà, donc, et vous pouvez aussi interagir entre Kotlin et JavaScript. L'interactivité est possible. Mais voilà, donc si vous trouvez un use case qui motive ça en prod ou quelque chose de sérieux, je suis preneur pour justifier ça. Ensuite, on passe à un framework pur Kotlin, Ktor Server, donc qui est fait par JetBrains, gratuit, open source, et un peu comme à l'instar de Quarkus et Spring, ça propose des extensions ou des plugins pour ajouter des fonctionnalités. Donc vous avez des fonctionnalités de base et des fonctionnalités supplémentaires pour ajouter les fonctionnalités que vous souhaitez. Et vous voyez à ma droite, un exemple d'appel. Ça ressemble vraiment à ce qu'on voit avec du Express, c'est-à-dire c'est vraiment fonctionnel. Il n'y a pas d'annotation. En fait, on va rajouter, ça on va définir une extension de fonction sur l'application. On va rajouter, c'est-à-dire quelque chose dans l'application qui va influencer le routage via des get sur hello et un get sur data. Et on peut même répondre par du HTML avec un DSL qui va générer de l'HTML mais via du Kotlin. Et vous pouvez aussi faire des retours, retourner du JSON si vous le souhaitez. Voilà. Donc là, vous pouvez tout écrire en Kotlin et la lecture reste assez agréable. Alors par rapport à l'architecture de tout à l'heure de l'appli, on a rajouté
par-dessus un autre serveur Ktor à côté pour collecter les réponses des quiz. Donc le 2 sur 5 que j'ai eu tout à l'heure, vous allez le revoir maintenant dans un joli tableau avec des graphiques et tout. Voilà, pour bien voir que je suis bien nul en Kotlin. Et là, j'ai une petite démo de Ktor Server. Donc, vous avez un site qui s'appelle start.ktor.io. Il a évolué depuis quelques temps parce que la version, enfin, ils ont fait une petite mise à jour pour ajouter quelques trucs. Donc, n'hésitez pas à visiter. Ben, vous pouvez choisir les plugins que vous utilisez, les types de serveurs que vous voulez, enfin, les types de moteurs HTTP que vous voulez utiliser. Une fois que c'est fait, vous téléchargez un projet qui a déjà pas mal de choses d'intégrer. Donc, quand vous l'ouvrez sur IntelliJ ou sur VS Code, vous pouvez du coup rajouter vos routes, rajouter vos configurations. Là, vous voyez qu'il y a vous pouvez écrire du CSS en Kotlin, générer des images, enfin, vous pouvez tout faire et tout en restant en Kotlin. C'est aussi ça l'avantage. Même pour écrire la documentation, ça se fait via un DSL. Donc vraiment zéro annotation, hein. Tout se fait via des DSL, des enchaînements de lambda. euh, Assez agréable à lire. Et là, par exemple, c'est un exemple de génération de documentation Swagger et OpenAPI pour vos API. Là, c'est un exemple de réponse en HTML. Donc, c'est du server-side rendering. On génère du HTML côté serveur qu'on va renvoyer côté client. Ici, c'est de la génération de graphiques. Je vais en parler tout à l'heure dans la partie Data Science. Une fois, dès que vous êtes prêt, vous faites un Gradle Wrapper Gradle Run, pour lancer votre serveur. Il y a le support du hot reload, toutes les fonctionnalités qu'on attend d'un serveur moderne. Donc là, il n'y a pas de données hein, dans cette démo, mais vous voyez un peu l'idée. Donc ça, c'est la homepage. Ça, c'est un appel d'API, mais qui n'a pas d'objet. L'objet est vide, donc il n'y a rien. Et là, c'est le Swagger qui est généré automatiquement pour nous et qui prend aussi la documentation qu'on a écrite dans le DSL. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une petite démo de Ktor. Donc je vous invite à tester le framework, il est assez simple à utiliser. Plusieurs entreprises ont basculé de Java vers Kotlin hein, pour leur partie back. Pour info, Java et Kotlin sont interopérables. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous voulez migrer, vous pouvez soit démarrer un nouveau projet entièrement en Kotlin, mais si vous avez une base de code en Java et que vous voulez passer vers Kotlin progressivement, vous pouvez mélanger du Java et Kotlin dans le même projet. Ça marche super bien. En fait, vous êtes libre. Même quand vous copiez du code Java vers un fichier Kotlin, IntelliJ va automatiquement le convertir en Kotlin. Et donc les retours d'expérience des entreprises qui ont basculé vers Kotlin, ils sont satisfaits, notamment parce que le langage comme j'ai dit tout à l'heure, il est concis, agréable à lire, et aussi la null safety qui permet de rendre le code sécurisé au niveau des null pointer exception. Allez, on finit avec la data science. Donc j'ai parlé tout à l'heure des Jupyter Notebooks. Je vous ai montré la démo. Donc Kotlin a le support officiel des Jupyter Notebooks. Sur IntelliJ, il vous faut la version Ultimate pour avoir ça. Sur VS Code, c'est gratuit. Donc il y a le support, il faut juste installer le kernel Kotlin et vous pouvez faire aussi des Jupyter Notebooks sur VS Code en Kotlin. Alors, dans la data science, il n'y a pas que les Jupyter Notebooks. Hein. Donc, en fait, quand je parle de data science, ça veut dire tous les outils qu'utilisent les data scientists pour travailler au jour le jour. Et les Jupyter Notebooks, c'est un outil important. Mais il n'y a pas que ça, il faut aussi avoir des librairies pour manipuler des données. Notamment une librairie pour dessiner des graphiques et une librairie pour manipuler des tableaux de données. Et en l'occurrence, on a ces librairies en Kotlin multiplateforme, la librairie Condy et la librairie DataFrame en l'occurrence. Voici un exemple de code qui instancie un graphique. Donc là, on a plot, user score, c'est notre tableau de données. User score, c'est notre tableau de données. Et on appelle plot dessus. Et toujours via un DSL, assez agréable à lire, on peut paramétrer notre graphique avec l'axe X, le type de graphique, les différentes informations, les couleurs et tout. Donc ça marche super bien. Et du coup, comment j'ai intégré cette partie dans ce petit projet? C'est qu'en fait, je vous ai dit dans cette page-là, il y a des graphiques. Et pour accélérer le développement, en fait, j'ai utilisé un Jupyter Notebook pour développer, itérer sur le graphique, pour avoir quelque chose de beau. Parce que les Jupyter Notebook, en fait, on peut les relancer très rapidement. On peut les relancer très rapidement. Et du coup, grâce au Jupyter Notebook, j'ai pu développer mon graphique. Une fois que je suis satisfait du résultat, je n'ai eu qu'à copier-coller le code vers le serveur pour le déployer en prod.
Alors, normalement, si on va... Bon, je vais aller ici pour être sûr. Il y a le site web qui est là, qui affiche les résultats des sondages. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc ça prend en temps réel, hein. Là, vous voyez bien que j'ai les deux réponses auxquelles j'ai répondu. Donc ça, c'est généré via la librairie Condi. Et là, là, normalement, s'il y a plusieurs personnes qui font le quiz, vous allez voir tous les scores de tout le monde. Donc vous voyez que ça marche du coup sur du Jupyter Notebook et ça marche sur navigateur. C'est cross-platform, hein. Ça marche sur toutes les plateformes. Voilà ce que ça donnerait avec plus de données euh, pour vous. Allez, j'ai une autre petite démo sur les Jupyter Notebook pour montrer aussi comment fonctionne Candy, pour faire l'accent. Donc là, donc le Jupyter Notebook, c'est du Markdown et du code. Donc là, quand vous écrivez votre Markdown euh, et que vous le validez, ben vous avez le rendu qui est fait. Là, c'est un autre fichier un peu plus compliqué avec plus de code. Vous avez ici des exemples de graphiques. Et le Jupyter Notebook supporte le rendu de pas mal de choses. Donc du texte, des images interactives aussi. Vous allez voir par exemple là dans le graphique. Donc là, vous avez du JSON, une réponse HTTP. Vous pouvez même l'utiliser pour tester rapidement des API, pour expérimenter, pour remplacer un curl par exemple. Ici, vous avez un graphique et quand je le survole, ça affiche des données, des tooltips. Donc c'est interactif aussi. Là, vous voyez que j'ai dans cette cellule, dans ce bout de code, je change la couleur de green à yellow et je rafraîchis que cette partie-là. Vous avez vu, je réexécute que cette partie-là et j'ai la mise à jour instantanément. Donc c'est ça qui m'a permis de développer rapidement la partie graphique de l'application sans avoir à relancer le serveur à chaque fois, à rafraîchir la page. Euh. Donc là, c'est d'autres exemples avec DataFrame et la librairie de graphique. Allez, je push tout ça sur GitHub et on va voir ce que ça va donner sur GitHub en termes de rendu. Donc pour les cours, c'est très pratique, hein, si vous voulez partager des cours avec des exemples de code et le résultat. Le Jupyter Notebook, il fait tout, hein. Donc là, regardez, là, vous avez le code et en dessous, vous avez le rendu très propre de votre exécution. Voilà, en conclusion, Kotlin en 2025, pas 2024 du coup. Front, back, ça fait du front, du back, de la data science, de l'infra, du scripting, du Gradle. Je crois qu'il y a même il y a Pulumi qui supporte un peu Kotlin. Ben, Gradle, c'est en Kotlin maintenant par défaut. Le scripting, il y a des outils. Kotlin supporte nativement le scripting, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez faire un fichier Kotlin autonome, sans Gradle, sans rien, et vous faites juste Kotlin espace le nom du fichier. Il y a un autre outil qui s'appelle JBang qui permet de faire ça aussi. Si vous voulez faire c'est-à-dire des applications qui tiennent sur un seul fichier, c'est possible. Et il y a aussi la fondation Kotlin. Et ça, c'est important aussi pour les entreprises ou pour se rassurer. Il y a du support derrière Kotlin, hein. Il y a JetBrains et Google qui sont derrière. Il y a d'autres entreprises qui encouragent ou qui supportent Kotlin financièrement et aussi via de la communication, des articles, des vidéos. Et aussi, bah, Android, c'est le langage officiel pour faire de l'Android, c'est Kotlin. Donc pour finir, Kotlin est universel. Donc pour le front-end, vous avez Compose et JavaFX et d'autres, hein, côté web. Pour le back-end, vous avez Acciator, Spring, Quarkus, entre autres. Pour la data science, vous avez le support des Jupyter Notebooks, des librairies qui l'accompagnent pour avoir des graphiques et des tableaux. Et c'est un langage moderne et interopérable avec Java. Et d'autres, hein, Swift, c'est aussi... en fait, il est interopérable avec le langage de la plateforme cible. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à faire des retours, comme d'hab. Vous avez les diapos. On propose aussi une formation Kotlin en open source sur le GitHub de Worldline. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, à contribuer si vous le souhaitez. Sinon, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, merci alors pour votre attention et bonne fin de conférence pour la keynote.